Bonjour à tous. Mon nom est Jean-Pierre Guénaud et j'ai la chance de diriger depuis à peu près 8 ou 9 ans les éditions de Radio France. Culture et savoir, la responsabilité de transmettre. Faut-il vous présenter George Steiner, qui va me rejoindre dans 2 minutes? Comment vous le présentez? Philosophe, essayiste, romancier, maître à penser, éveilleur, transmetteur de rêves, de savoir et d'envie, ou plutôt lecteur, maître à lire, passeur de textes, passeur de mots, serrurier des clés et des serrures du langage, passeur de mémoire, apôtre de la fulgurance et de la transcendance. Les titres des livres de George Steiner sont d'une infinie richesse. Langage et silence, la culture contre l'homme, après Babel, une poétique du dire et de la traduction, le sens du sens, barbarie de l'ignorance, et plus près encore du sujet de ce débat, éloge de la transmission. Son intelligence est tellement brillante qu'elle en deviendrait parfois, aux yeux de certains, presque intimidante, presque insolente. On pourrait alors le croire imbu de lui-même. Ce serait ignorer cette flamme, cette ironie permanente qui éclaire son regard et déclenche son sourire en coin. Ironie prête à pourfendre tout ce qui se rattache à la barbarie chez les autres, comme en chacun de nous, comme en lui-même. Culture et savoir, la responsabilité de transmettre. Tel est le sujet de la leçon que George Steiner va nous exposer pendant 3 quarts d'heure. Tel est le sujet du débat que nous allons mener ensemble avec la salle, avec vous, avec le panel d'étudiants réunis par la Cité de la Réussite. Culture et savoir, la responsabilité de transmettre, mais au fait, ne sommes-nous pas devenus des irresponsables de la transmission de la culture et des savoirs? Notre civilisation ne commence-t-elle pas à souffrir d'une certaine forme de maladie d'Alzheimer, à moins que le problème ne soit beaucoup plus ancien? La notion de culture est souvent mise à toutes les sauces. Elle peut être isolée dans ses ghettos ou au contraire utilisée à tort et à travers. Notre système éducatif est quant à lui aujourd'hui parfois vécu comme une machine à exclure. La notion de culture a parfois été dévoyée en entreprise et tout se passe comme si les enseignants, les élèves et les étudiants, et par ailleurs le monde de l'entreprise, ne parlaient pas la même langue. La notion de culture d'entreprise a recouvert des richesses dont on s'est aperçu qu'elles ne pesaient pas bien lourd en temps d'OPA ou de revente. Le système éducatif, le temps des études, doivent-ils servir de vestibule, de préambule, de préliminaire à la vie active, ou au contraire préserver un havre mythique et fabuleux, une source de richesse qui conditionne l'avenir de chaque individu, en sachant éveiller sa curiosité, en lui donnant des racines, un socle, une culture générale et humaniste, ainsi qu'une méthode de travail. Pour résumer George Steiner, si nous avons une responsabilité incontestable et vitale dans le fait de transmettre culture et savoir, comment alors ne pas nous comporter en irresponsables, en sombrant dans la barbarie de l'amnésie, dans la barbarie de l'ignorance? George Steiner. Il faut parler très près du micro. Mesdames et messieurs, j'ai une voix très forte. Vous me dites s'il y a la moindre difficulté à m'entendre. Mais non, je déteste cet engin. C'est vraiment l'ennemi même de la parole vivante. Attention. Non. Mesdames et messieurs, l'accélérando dans la cadence des mutations sociales, techniques, politiques n'est pas illusoire. Très souvent, on nous dit que l'histoire a toujours été en mouvement. Bien sûr, mais attention,
Churchill, dont la vie a été une vie parfaitement normale du point de vue biologique, participe à la bataille d'Omdurman avec un sabre sur un cheval. C'est une bataille qu'aurait pu décrire Homère, attention. Et 2 ans avant sa mort, Churchill fait l'inspection de la bombe à hydrogène. Cheval épée, bombe à hydrogène. Alors ne pas raconter que le rythme historique est toujours le même. Il ne l'est pas. Nous vivons un accélérando sans précédent. L'écart entre les générations, entre le monde dit développé, s'accentue de décennie en décennie. Les métamorphoses de l'informatique, de l'ordinateur, de la réalité virtuelle dépassent et de très loin celle déclenchée par Gutenberg. Attention, l'imprimé n'était qu'une accélération et, si vous voulez, une rationalisation de l'écriture à la main, rien de plus. Le codage électronique, les memory banks, la diffusion quasi instantanée et planétaire de la parole, du symbole, du calcul, modifient en profondeur le statut même de la pensée. Après la 5e partie que Kasparov, le championnat des échecs le plus fort dans l'histoire des échecs, il perd la partie contre Deep Blue, la machine IBM, et il note sur son carnet: la machine n'a pas calculé, elle a pensé. Attention. Je dis ça à mes collègues à Cambridge, et les grands physiciens, mathématiciens, les grands princes de la science, parmi lesquels j'ai le privilège immense de vivre, me disent: attention, nous ne savons pas ce qu'est la différence entre pensée et calcul. C'est là encore un des grands mystères. Mais entre un adolescent dont les horizons quotidiens sont ceux du web, du Internet, pour lequel le Google est l'outil de référence immédiat, pour l'enfant qui manie sur l'écran les fractales de Mandelbrot, et quelqu'un comme moi, technophobe, ancré dans le livresque, dans les grammaires, l'abîme se creuse de plus en plus. Et combien d'entre vous se rendent compte que tout ordinateur au monde parle anglo-américain? Attention. La grammaire de Boole qui sous-tend l'ordinateur est une grammaire anglo-américaine. Vous parlez l'anglo-américain de l'instant que vous êtes devant votre écran. C'est là une révolution planétaire. Ajoutez à cela les 2 grandes transmutations, le mot est pompeux, ne m'en voulez pas, ontologiques. L'abolition du moi, non pas dans le sens de Foucault, mais dans celui de la nouvelle biogénétique. Le clonage, l'implantation d'organes inclut de la mémoire. À Édimbourg, on est très près de pouvoir, dans le cas d'un Alzheimer, vous donner une nouvelle mémoire. Une implantation des synapses de la mémoire dans le cerveau. La génétique qui va chercher à cultiver le talent, les talents, cette idée atroce d'une banque de sperme des lauréats Nobel qu'on a maintenant ouvert à Berkeley. Le sperme d'un lauréat Nobel pour essayer de créer la prochaine génération
de génie. Rimbaud avait parfaitement deviné lorsqu'il dit « je est un autre ». Il n'avait pas pu deviner l'aspect biogénétique de cette parole. Deuxième métamorphose encore très difficile à comprendre, la mutation du statut de la mort. Les massacres du XXe siècle, les pires dans l'histoire humaine, l'éclipse des religions, emmènent probablement l'éclipse de toute promesse d'outre-tombe. Les nouvelles découvertes biogénétiques que je viens de citer sont en cours de modifier assurément en Occident l'essence de la mort. Sa finalité devient statistique et contingente. Sans être à même de développer avec vous cet après-midi ce thème capital, je ne puis qu'affirmer ma conviction que ces modifications nous obligeront de repenser les données immédiates de notre civilisation. Fournir des organes de rechange, une nouvelle mémoire neurochimiquement implantée. Qui meurt quand je meurs? Qui exactement meurt quand je meurs? Ce n'est plus du tout évident. Ce ne sont pas là des science-fiction, croyez-le-moi. Elles nous attendent comme au prochain carrefour. Et rien en cela, je souligne, n'est d'un kitsch apocalyptique. Pas du tout. L'avenir va être absolument passionnant. Vous m'avez demandé de commenter la responsabilité de la transmission. Mais transmettre quoi? Les hiérarchies de la culture traditionnelle, l'idéologie qu'elles incarnaient, occupent une place de plus en plus réduite dans notre société. Leur survie en dehors du mandarinat, d'une élite du souvenir, est de plus en plus artificielle. Le monde des jeunes est un monde autre, profondément autre. Et avant de s'en indigner, un constat angoissant s'impose. Les classiques, la haute culture qu'ils articulaient, leur enseignement, leur prestige ont défailli et terriblement devant les barbaries et les triomphes de l'inhumain qui ont englouti notre Europe au XXe siècle. Pas de snobisme. Les massacres et les tortures les pires que l'homme a connus ne viennent pas du désert du Gobi, mais du cœur de l'Europe. Vous quittez la maison de Goethe, vous traversez son jardin et vous êtes dans le camp de Buchenwald. L'arbre célèbre où on pendait les prisonniers, Goethe l'avait aimé et en avait parlé dans un poème. Rien dans la transmission des grands textes, de la musique, des beaux-arts n'a pu enrayer les massacres, ni la torture, ni le génocide. Rien. Ce qui est pire, trop souvent, l'inhumain a pu compter sur l'appui, fût-il ornemental, des éminents penseurs et artistes. Ce n'est pas seulement les géants comme Céline, comme Pound, chantres du fascisme. Ce n'est pas seulement Aragon et son hymne à la GPU, Sartre et son apologétique éhontée du stalinisme et des camps.
Non, c'est quelque chose de beaucoup plus mystérieux. Pour m'exprimer d'une façon tout à fait naïve, parce que je ne comprends pas. La musique ne se tait pas quand on la joue dans les camps de la mort. La musique ne se tait pas quand un virtuose suprême comme Guy King joue son cycle Debussy dans une salle à Munich où on entendait les cris de ceux qui, enfermés sans eau dans les wagons, mouraient de soif à la gare de Munich, à quelques kilomètres de Dachau. Et la musique ne s'est pas arrêtée. Vous me direz que c'est une phrase idiote. D'accord, mais je n'en trouve pas une meilleure. Peut-être faudrait-il maintenant repenser la notion même d'un curriculum, d'un plan d'études qui correspondent aux données de notre condition actuelle. Peut-être faudrait-il redéfinir ce qui serait une femme et un homme à la mesure de l'essentiel. Je vais vous proposer, d'une façon très provisoire, très tâtonnante, 4 noyaux qui pourraient définir ce que c'est que d'être une femme ou un homme ou une femme éduqués pour le XXIe siècle. Premier noyau, un enseignement historique, je souligne, des mathématiques. La leçon enchanteresse de l'insoluble, qu'un enfant découvre qu'il n'y a rien de plus passionnant que l'insoluble. Il y a ici des mathématiciens, des professeurs qui ne m'en voudront pas. Je m'interromps un instant, vous me donnez un tableau noir. J'écris la série des nombres premiers, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'écris en dessous 2, 4, 6, 8, 10 et je demande à l'enfant, comment peut-il y avoir autant de nombres pairs qu'il y a de nombres? Je vous jure, j'ai fait l'expérience, mesdames et messieurs, en 20 minutes joyeuses, je peux faire éclore dans la conscience de l'enfant une première notion de l'infini. Toute première, bien sûr, notion rudimentaire, approximative, mais qui ouvre un nouvel univers, l'infini, l'insoluble. Enseigner l'histoire des grands problèmes, l'historique d'une pensée. L'hypothèse de Riemann sur la distribution des nombres premiers. On peut montrer ça à un enfant. On sait qu'il y a un nombre infini de nombres premiers, mais est-ce qu'ils sont, l'image est naïve, comme des étoiles dans certains groupements, dans des galaxies, avec des longues interruptions? Nous ne savons pas. A dit le plus grand mathématicien vivant, l'hypothèse de Riemann, si elle est résolue, rendra immortel celui qui nous en aura donné la solution. Harvard est très snob, ils ont de quoi. Alors pour l'honoris causa à Harvard, on n'annonce pas d'avance le nom du récipiendaire. Bon, tout le monde est là, assis, comme ça, et on attend de le voir. Il y a un tout petit monsieur avec des lunettes énormes, très petit, qu'une canne s'avance. Et la citation à l'homme qui a fait le plus grand pas dans la pensée humaine depuis Aristote et Descartes. C'était Kurt Gödel, le plus grand pas dans la pensée humaine depuis Aristote et Descartes. L'homme qui a trouvé la preuve de Gödel sur l'incomplétion de toute structure mathématique et scientifique.
Effectivement, une nouvelle planète de la pensée s'est ouverte. Et on peut expliquer l'histoire de ce problème déjà à des très jeunes. Me dire qu'on ne peut pas ouvrir les portes du rêve mathématique aux non-mathématiciens, c'est totalement faux. C'est totalement et dangereusement faux. Premier noyau. Deuxième noyau, la musique. Il n'y a pas de langage parlé, écrit universel. L'espéranto, ne vous fâchez pas, est une très triste histoire. En musique, on chante la même mélodie à Valparaiso et à Vladivostok au même instant. Pas besoin de traduire la musique, on ne peut pas le faire. Elle appartient à tous et à toutes. Nous connaissons maintes civilisations sans ce qu'on pourrait appeler de la littérature. Aucune communauté humaine, aussi pauvre soit-elle, aussi handicapée par l'écologie, par son destin historique, sans musique. Que dit Lévi-Strauss? Invention de la mélodie, mystère suprême des sciences de l'homme. Effectivement, mystère suprême des sciences de l'homme. Elle appartient à tous, la musique. On ne peut ni la traduire, ni la paraphraser. Vous vous souvenez, c'est l'exemple qu'on donne très souvent, Schumann joue une étude difficile. Les élèves disent, est-ce que vous pouvez l'expliquer? Mais oui, et il la rejoue. Effectivement. En musique, on joue une deuxième fois, une troisième fois. Et il y a des liens, pas besoin de vous le dire, avec les mathématiques, des liens profonds, organiques, depuis Pythagore jusqu'à Boulez. Vous regardez une partition de Boulez, il y a ce qu'il appelle lui-même des cellules algorithmiques. C'est une notion algébrique. Elle n'est pas du tout si compliquée à comprendre. C'est la langue universelle et chaque homme et chaque femme devrait pouvoir comprendre un peu à la musique et peut-être jouer très mal un instrument. Car déjà jouer mal un instrument, c'est avoir accès à ce qui est universel dans la division entre les hommes et les cultures. Troisième noyau. Mathématiques et musique se rejoignent dans l'architecture. On le sait depuis la Grèce ancienne. J'aimerais maintenant mettre cet absurde engin de côté et lire avec vous quelques pages de l'Eupalinos de Valérie. Pure merveille. C'est le dialogue, vous le savez, sur l'architecture qui nous enseigne ce que signifie lire, c'est le mot même, lire un bâtiment, comprendre, faire une lecture intelligente d'un bâtiment. Et la grande gloire de l'époque actuelle est en architecture. Il y a plus de grands architectes en ce moment que jamais dans l'histoire de l'homme. Fût-ce à Bilbao, fût-ce à Berlin, fût-ce à Tokyo, fût-ce à Barcelone, fût-ce à Pékin maintenant. D'immense architecture au sens propre du mot. Étudier une introduction intelligente à l'architecture signifie s'initier au problème de l'habitat, des transports publics, problème cauchemaresque pour la survie de nos villes, de nos pays, de la démographie, de la justice sociale. Clichy-sous-Bois ce soir et l'architecture, de la physique des matériaux. L'architecture touche à tout dans notre vie quotidienne. Et en même temps, je cite Valérie, une colonne, c'est une jeune femme musicienne. Une colonne, c'est une jeune femme musicienne. Valérie nous enseigne qu'une façade, c'est de l'algèbre en mouvement, effectivement.
L'architecture est une de nos rares grandes gloires actuelles. Ça ne va pas très bien en littérature, croyez-moi. En architecture, ça va à merveille. Et ça touche à tout. Il n'y a pas un aspect de la politique sociale, mais aussi de la justice sociale, de la démographie, de la survie des minorités, de tout le problème terrible du ghetto, qui ne soit aussi impliqué dans l'architecture. J'ai vu le temple à Sageste. J'espère que beaucoup de vous l'ont vu en Sicile. Goethe l'a vu et je cite, « Ayant vu ce bâtiment, je sais que les dieux ont visité la terre. » Comme vous, j'ai souvent vu Chartres. Le grand penseur américain Henry Adam, dans son livre sur Chartres, « Je sais maintenant que l'immortalité a visité l'homme. » Et je dois vous dire, avoir la lumière changée à travers les toits du musée de Bilbao, c'est savoir que l'humanité peut-être a encore une chance. Ce bâtiment, vous le savez, change avec chaque moment de lumière. C'est la lumière qui sculpte ces formes incroyables. Et Geary a dit très simplement, donnez la médaille d'or à l'ordinateur. Car les courbes sont plus complexes que celles que le cerveau aurait pu déchiffrer. C'est l'ordinateur qui a trouvé les solutions incroyables, des énormes murs de titanium, et à travers la journée, le titanium semble changer avec le nombre de spectateurs qui entrent dans l'espace. L'ordinateur peut juger de ça. L'ordinateur peut fixer l'angle d'incidence de l'entrée des spectateurs. Tout se rencontre là. Quatrième noyau, une initiation à une certaine connaissance, préliminaire bien sûr, de la biologie moléculaire, des nouveaux mondes de l'ADN, pour pouvoir écouter intelligemment, voire participer au débat sur l'avenir charnel et mental, juridique et moral de l'homme. Avec la question des cellules de l'ADN, de la transmission du code génétique, tout change. Quelle va être la notion de responsabilité morale, responsabilité devant le crime, s'il s'avère qu'une toute petite modification neurochimique change entièrement ce qu'on appelle naïvement une personnalité. Et c'est déjà là tout ça. Vous prenez de l'aspirine et nous ne savons pas comment ça marche. Attention. Il n'y a pas d'algorithme neurochimique pour l'aspirine. Ça marche sur des milliers de façons, pour certains oui, pour d'autres non. Mais nous savons que prendre l'aspirine modifie, même dans un tout petit détail, la structure neurochimique du cortex. Alors ça, c'est aujourd'hui, ce n'est pas demain. On pourra planifier des neurochimies de la conduite. C'est tout prêt. Et alors, qu'en est-il du code de l'éthique traditionnelle? Qu'en est-il du moi? Qu'en est-il du « je suis responsable de mes actions » ? Pour participer à ce débat, il nous concerne tous, mesdames et messieurs, tous. Pour écouter avec intelligence, il faut un tout petit peu faire des devoirs le soir. Il faut travailler un tout petit peu pour s'initier aux nouvelles sciences biogénétiques. Et notre liminaire, tandis que les vieux humanistes